Bonjour à tous. 3 fois par semaine, plongez avec moi dans l'univers sombre des crimes qui ont secoué le monde entier. De disparitions mystérieuses aux meurtres les plus effroyables. Nous explorerons ensemble l'injustice, l'impunité, la corruption et les jugements les plus implacables qui ont marqué ces affaires. Avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune notification. N'oubliez pas de laisser un like, cela m'aidera énormément à continuer à vous proposer du contenu. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans chaque détail de cette affaire criminelle. Tout a commencé par un appel passé le samedi 26 février 2022, en soirée, au commissariat de Carmel, dans l'Indiana. À l'autre bout du fil, Xavier Breland, calme, posé. Il a signalé la disparition de sa femme, Sierra, 31 ans. Selon lui, la veille au soir, le vendredi 25 février vers 22 heures, elle serait sortie à pied pour se rendre à une supérette proche de leur quartier de Brookstone Park. Mais très vite, quelque chose n'a pas collé. Cette nuit-là, l'Indiana était frappée par un froid glacial, environ 20 degrés Fahrenheit. Et pourtant, Xavier a affirmé que Sierra portait un haut noir léger et un short violet, en plein hiver, la nuit, à pied. Lorsque la police a inspecté la maison, les incohérences se sont accumulées. Le permis de conduire de Sierra était là, ses cartes bancaires aussi, tous ses papiers, ses 2 téléphones également, son téléphone professionnel d'avocate et même un téléphone de secours qu'elle utilisait uniquement en cas d'urgence. Mais surtout, son bébé. Jackson, 5 mois, dormait encore dans la maison. Pour sa mère, Kelly Locklear, une chose était certaine. Sierra n'aurait jamais quitté son domicile ainsi. Elle était une mère extrêmement protectrice, obsédée par la sécurité de son enfant, incapable de le laisser seul, encore moins sans téléphone ni argent. Les policiers ont alors vérifié les caméras de surveillance du quartier et de la supérette. Résultat, aucune image de Sierra, pas un seul passage filmé. L'histoire de la supérette s'est effondrée. Les enquêteurs ont alors remonté les dernières 24 heures. Ils ont appris que le couple revenait de Géorgie et qu'ils avaient effectué le trajet jusqu'à l'Indiana à bord d'une Volkswagen Tiguan blanc, modèle 2017, immatriculée en Géorgie, avec un cadre de plaque distinctif portant le logo de la faculté de droit de Florida State. Le trajet durait environ 11 heures. Les policiers ont donc tracé chaque arrêt du véhicule grâce aux caméras routières et aux stations-service. Et là, une constante troublante est apparue. À chaque arrêt, une seule personne sortait de la voiture, toujours la même, Xavier, jamais Sierra. Sur aucune image, elle n'est apparue. Rien ne prouvait qu'elle soit rentrée en Indiana vivante. La dernière apparition certaine de Sierra remontait au 24 février à 19h17, filmée par une caméra devant la maison de sa belle-mère à Johns Creek, en Géorgie. Elle semblait normale, vivante, puis plus rien, aucune trace, aucun signal, comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. Peu à peu, une hypothèse glaçante a émergé. Et si la disparition signalée en Indiana n'avait été qu'une mise en scène, une diversion? La vérité, elle, semblait s'être jouée bien plus tôt et bien plus loin. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il fallait désormais remonter bien avant cette nuit-là, bien avant l'Indiana. Sierra Locklear avait grandi à Cleveland, en Géorgie, une fille du Sud, ambitieuse, déterminée.
Avec cette idée très claire en tête, réussir par elle-même, ne dépendre de personne. Selon sa mère, Kelly, Sierra débordait d'énergie. Elle voulait qu'on la prenne au sérieux, pas qu'on la voie comme la fille d'eux ou la petite amie d'eux. Non, elle voulait exister par son travail. Alors, elle avait suivi une voie exigeante, le droit, diplôme universitaire à l'Université du Tennessee, puis la faculté de droit de Florida State, spécialisation droit des assurances. Sierra avait un plan, une carrière, un avenir soigneusement construit. Et puis, en octobre 2020, elle a rencontré Xavier Breland sur Tinder. À partir de là, tout est allé beaucoup trop vite. En 6 mois à peine, ils se sont mariés. Sierra était déjà enceinte. Et presque sans s'en rendre compte, elle s'est retrouvée happée par les problèmes de son mari. Car Xavier ne sortait pas d'une séparation banale. Il était engagé dans une bataille judiciaire lourde contre son ex-femme. Un conflit violent, tendu, explosif. On parlait de harcèlement, de violation d'ordonnances de protection, de comportement obsessionnel. Selon les autorités, Xavier avait enfreint une ordonnance restrictive lui interdisant tout contact avec son ex-femme. Malgré ça, il avait continué. Appel, tentative de communication, pression répétée. Mais le détail le plus inquiétant concernait un enfant. Xavier était accusé d'avoir dissimulé un dispositif de géolocalisation dans un jouet appartenant à leur enfant. Un jouet destiné à suivre les déplacements de la mère. À ce stade, ce n'était plus un conflit familial. C'était devenu une affaire pénale grave, avec un enjeu central, la sécurité d'un enfant. Dans ce contexte, il risquait une inculpation pour harcèlement aggravé, une accusation lourde. Et c'est là que Sierra est entrée en scène. Avocate de formation, elle ne s'est pas contentée de soutenir son mari émotionnellement. Elle s'est impliquée, activement. Elle l'a aidé à comprendre les accusations, à préparer ses réponses, à rassembler les documents, à structurer une stratégie face aux poursuites. Officiellement, elle n'était pas son avocate, mais dans l'ombre, elle jouait ce rôle. Elle connaissait le dossier, les risques, les failles, les conséquences possibles. Sierra n'était donc plus seulement l'épouse de Xavier. Elle était devenue une pièce centrale d'un dossier judiciaire déjà explosif. Et pose-toi une question, honnêtement. Comment une femme intelligente, lucide, formée au droit, une femme qui comprenait les mécanismes du harcèlement, du contrôle, des ordonnances judiciaires, a-t-elle pu accepter non seulement de défendre, mais aussi de rester mariée à un homme comme lui, malgré toutes les preuves? Ce n'est pas une question d'amour naïf, ce n'est pas une question de manque d'intelligence, c'est la question du piège, du glissement progressif, de la manipulation qui s'installe lentement, jusqu'à devenir normale. Et quand on réalise enfin où l'on se trouve, il est parfois déjà trop tard. Le couple a ensuite décidé de repartir à zéro. Nouvelle ville, nouvelle vie. Direction Carmel, une banlieue chic de l'Indiana. Sierra a intégré un cabinet d'avocats et à la fin de l'année 2021, elle a donné naissance à Jackson. Sur le papier, tout était parfait. La carrière, la maison, le mari, le bébé tant attendu, la réussite version américaine. Mais derrière les murs, cette nouvelle vie ressemblait beaucoup plus à une cage. Quand on observe la chronologie, c'est presque vertigineux. Tout s'est enchaîné à une vitesse effrayante. Aucune pause, aucun recul, aucun temps pour se demander « Est-ce vraiment
Une bonne idée. Selon sa cousine et meilleure amie, Shelby Campbell, le masque de la famille heureuse est tombé très vite. Sierra, habituée à dominer ses adversaires au tribunal, s'est retrouvée face à quelqu'un qui ne respectait aucune règle, pas même les plus basiques. Shelby a plus tard levé le voile. Elle s'écrivait tous les jours et les messages de Sierra n'avaient rien à voir avec les sourires affichés sur Instagram. Alors dis-moi, combien de drames commencent exactement comme ça, avec une belle façade et une vérité bien plus sombre, cachée juste derrière la porte d'entrée. Très tôt, Sierra avait essayé de couper le contact. Très tôt, elle avait compris. Mais Xavier, lui, n'acceptait pas le rejet. Pas du tout. Au lieu de s'éloigner, il s'était présenté sans prévenir devant son appartement. Il s'était assis là, devant sa porte, à attendre. Déjà, ça disait beaucoup. Puis il avait commencé à lui envoyer des messages lourds, parfois menaçants. La raison, il l'avait vue passer du temps avec un autre homme, comme si elle lui appartenait encore. Sierra avait été claire, très claire. Si tu continues, j'appelle la police. Et pourtant, au final, par peur, par pression ou peut-être par espoir, elle lui avait laissé une nouvelle chance. Une de trop. 6 mois après le mariage, elle avait écrit à sa cousine une phrase courte, terrible. « J'ai peur de mon mari ». Dans un autre message, elle avait lâché ce que beaucoup n'osent jamais formuler. Son comportement empire. Il ne s'améliore pas. Si c'est déjà comme ça maintenant, comment ce sera plus tard? Avant, il regrettait ses paroles. Aujourd'hui, il ne regrette plus rien. Et il me rend responsable de ce qu'il fait. Quand on lit ça, on sent quoi? La peur. Mais surtout, la lucidité. Sa cousine Shelby l'a confirmé plus tard. La police avait été appelée plusieurs fois, en Géorgie, en Indiana, toujours le même scénario. Quand les agents arrivaient, Sierra s'était calmée. Elle minimisait. Elle couvrait son mari. Classique, tragiquement classique, à tel point qu'après une intervention, un enquêteur avait pris une décision rare. Il avait contacté la mère de Sierra. Il lui avait dit qu'il voyait un schéma dangereux, qu'il craignait qu'un drame ne survienne. Sierra, elle, savait exactement où elle en était. Dans ses messages, elle l'écrivait noir sur blanc. « Si quelque chose m'arrive, ce sera lui. » Elle aimait Xavier, oui, mais elle savait aussi que rester, c'était dangereux. Shelby lui répétait souvent de partir, mais Sierra était avocate. Elle savait qu'on ne quitte pas ce genre de relation sur un coup de tête. Alors, elle avait commencé à préparer sa sortie, en silence. Un compte bancaire secret, de l'argent mis de côté, petit à petit, un téléphone de secours, un vrai, pour les urgences. Elle était prête, il ne manquait que le bon moment. En relisant ces messages aujourd'hui, une chose saute aux yeux. Sierra ne se plaignait pas, elle consignait sa peur, elle documentait un danger qui se rapprochait, et dans sa tête, ce moment était enfin arrivé en février 2022. Le voyage en Géorgie avait commencé à la mi-février. Sierra, Xavier, leur fils de 5 mois, Jackson et leur grand chien avaient pris place dans la Volkswagen, 11 heures de route, direction le sud. Pour les autres, c'était banal. Une visite de famille. Xavier voulait voir sa mère. Sierra voulait retrouver ses parents, Nick et Kelly, à Cleveland. Ils étaient arrivés le samedi 19 février. Les retrouvailles avaient été émouvantes. La famille ne l'avait pas vue depuis son départ pour l'Indiana. Mais là où Xavier voyait un simple séjour, Sierra
voyait une porte de sortie. Ce qu'il ignorait, c'était l'essentiel. Sa femme n'avait aucune intention de rentrer avec lui. À l'abri, dans la maison de ses parents, elle avait enfin parlé. Elle avait dit que l'agressivité de son mari était devenue insupportable, qu'elle empirait, qu'elle ne pouvait plus faire semblant. Et cette fois, il n'y avait aucune hésitation. Elle avait regardé ses parents et elle avait dit « Je vais demander le divorce ». Et à cet instant précis, sans le savoir, elle venait peut-être de signer son arrêt de mort. Le plan, sur le papier, tenait debout. Il était même rassurant. Trouver du travail en Géorgie, recommencer à zéro, être entouré, soutenu, protégé. Ses parents le lui avaient promis. Elle aurait toujours un refuge, toujours, chez elle. Sierra avait passé la nuit, puis toute la journée suivante avec eux. Probablement les dernières heures où elle s'était sentie vraiment en sécurité, vraiment à l'abri. Et encore une fois, elle avait été claire, elle ne retournerait pas en Indiana. Le dimanche 20 février, elle avait quitté la maison familiale de Cleveland, 1 heure de route environ, direction Johns Creek. Jackson se trouvait chez sa grand-mère paternelle, un passage obligé. Elle ne partirait jamais sans son fils, jamais. Mais dès son arrivée, tout avait basculé. Sa cousine Shelby avait reçu un message qui, plus tard, allait résonner comme une alarme. Sierra écrivait « Je suis chez la mère de Xavier. Il ne veut pas me rendre Jackson. J'attends pour le prendre et partir. » Tout était dit. Xavier retenait leur fils. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il savait qu'elle ne partirait pas sans lui. Jackson était devenu une arme. Le lendemain, le lundi 21 février, à 23h17, le téléphone de Nick Locklear avait vibré. Un message de sa fille. « Je rentre demain matin, si ça te va. » Sa réponse avait été immédiate. « Bien sûr que ça va. Tu n'as même pas besoin de demander. » Sauf que le lendemain matin, Sierra n'était jamais rentrée. Le mardi, son père avait insisté. Elle avait répondu que tout allait bien, qu'elle se sentait juste un peu malade. Le mercredi, plus rien. Le jeudi 24 février, encore du silence. Et là, la peur avait commencé à s'installer pour de bon. Sierra n'était pas comme ça. Elle n'ignorait jamais sa famille. Quelque chose n'allait pas. Plus tard, les enquêteurs ont confirmé un détail qui glace encore le sang. Le jeudi 24 février, à 19h17, une caméra de surveillance avait filmé Sierra devant la maison de sa belle-mère, à Johns Creek. Elle semblait normale, rien d'étrange, et pourtant, c'était la dernière fois qu'on la voyait vivante. Après 19h17, tout s'était arrêté. Plus de messages, plus d'appels, plus de réponses. Ce vide, cette attente, cette angoisse sourde qui précède toujours l'irréparable. Le samedi 26 février, l'inquiétude de la famille Locklear avait atteint un point de non-retour. Ce soir-là, Nick avait reçu un appel. Numéro inconnu, indicatif de l'Indiana. Il n'avait pas paniqué. Pas encore. Dans sa tête, sa fille était toujours en Géorgie, à 1 heure de route, en sécurité. Il avait décroché, convaincu d'entendre la voix de Sierra. Mais ce n'était pas elle. C'était un policier. Et en quelques mots, tout s'est effondré. Le mari de Sierra avait signalé sa disparition. Le choc est arrivé par vagues. D'abord, parce que ses parents pensaient qu'elle se trouvait encore chez sa belle-mère, tout près. Ensuite, parce que quelque chose clochait profondément. Ce mari, soudain si inquiet. Pourquoi maintenant? Pourquoi depuis l'Indiana? Et surtout, depuis quand, exactement, savait-il que Sierra était censée être
disparu. Plus tard, Shelby a fait remarquer quelque chose d'essentiel. Un détail qui, à lui seul, en disait long. Xavier n'avait appelé personne, pas la famille, pas les proches. Il n'avait demandé à personne si Sierra était chez eux. Il n'avait prévenu personne qu'un problème existait. Rien. Après son échange avec la police de Carmel, Nick avait immédiatement composé le numéro de son gendre. Cette conversation, courte mais brutale, résumait tout. « Xavier, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Sierra m'a dit que si quelque chose lui arrivait un jour, tu en serais responsable. Alors dis-moi la vérité. » La réponse avait été glaciale. Xavier l'avait insulté. Puis, il avait raccroché. Pas d'explication, pas de démenti, juste de la colère. Nick, désespéré, avait tenté une dernière chose. Il avait appelé le père de Xavier, qui vivait juste à côté d'eux, à Carmel. Peut-être qu'il savait quelque chose, peut-être qu'il avait vu Sierra. Mais non, Xavier père n'avait pas vu Sierra rentrer. Et là, l'angoisse était devenue certitude. 2 jours après la déclaration de disparition, la police avait été rappelée au domicile de Xavier. Cette fois, ce n'était pas pour une recherche, c'était pour un coup de feu. Le 28 février 2022, un incident impliquant une arme à feu avait été signalé dans la maison de Baldwin Lane. L'appel venait de Xavier lui-même. Son explication? Étrange, très étrange. Il aurait déplacé un sapin de Noël dans le garage. Puis, soudain, un coup de feu. Pris de panique, il serait sorti en courant, puis revenu. Et là, il aurait découvert une arme de poing. Il l'aurait déchargée. Un tir spontané, inexpliqué, comme ça, au milieu d'une disparition non résolue. Sérieusement, qui y croit? Présenté comme un accident, cet incident a pourtant poussé les policiers à fouiller la maison plus en profondeur. Et ils ont trouvé non pas une, mais 2 armes de poing. Officiellement, à ce stade, aucun lien n'a été annoncé entre ce tir soi-disant accidentel et la disparition de Sierra. Aucune information sur un comportement violent n'a été rendue publique. Mais dans les coulisses, les choses avaient changé. Des armes, un récit incohérent, un mari au comportement instable. C'était suffisant pour regarder Xavier de très près. Et ce regard a tout changé. L'incident du coup de feu s'est révélé être le fil à tirer, celui qui a commencé à défaire toute la pelote. Un passé sombre, bien plus sombre qu'on ne l'imaginait. Xavier a été placé en détention, pas encore pour la disparition de sa femme, mais pour une autre affaire, un mandat d'arrêt actif en Géorgie, comté de Coweta. Accusation grave de harcèlement obsessionnel. Enfin, les enquêteurs avaient accès à son passé, à tout son passé. Et ce qu'ils ont découvert a donné raison aux pires intuitions de la famille Locklear. Sierra n'avait pas épousé un homme simplement difficile. Elle avait épousé quelqu'un avec un historique clair, documenté, un homme obsédé par le contrôle, par la domination, un homme dont le comportement ne laissait qu'une seule question en suspens. Jusqu'où était-il prêt à aller pour ne pas la perdre? Quand les enquêteurs ont ouvert le dossier de Xavier Breland, ils ont d'abord vu une condamnation pour cambriolage en 2005. Ancienne affaire, presque anodine en apparence. Mais ce qui se cachait derrière était infiniment plus inquiétant. Ils ont découvert ce qui s'était passé avec son ex-femme. Son ex-épouse a raconté autre chose. Encore plus glaçant, il la menaçait, régulièrement. Il lui envoyait des vidéos de femmes disparues, pas pour l'informer, pour l'avertir.
Sous-entendu, ça pourrait être toi. Dans les documents judiciaires, une phrase ressort, terrible. Il lui aurait dit qu'il l'enterrerait devant leurs enfants. Et avec Sierra, ce n'était pas mieux. Lors d'une dispute, il l'aurait frappée au visage avec une arme à feu. Il lui aurait cogné la tête contre la vitre d'une voiture. Elle était enceinte. Les dossiers parlent d'agressions répétées, même quand elle tenait leur fils dans ses bras. Alors, soyons clairs, Xavier Breland n'était pas un homme à bout. Il n'était pas victime d'un dérapage ponctuel. Il était un homme avec un passé documenté de violence, de menaces et de manipulation. Un homme pour qui perdre le contrôle sur une femme n'était pas une séparation, c'était une humiliation, une défaite. Et ce genre de défaite, certains ne la supportent pas. Tout s'éclairait enfin. La surveillance constante, les menaces, les traceurs. Voilà pourquoi Sierra avait peur. Voilà pourquoi elle n'avait pas simplement quitté Xavier. Elle avait planifié sa fuite. Quand il est devenu évident qu'elle n'était jamais rentrée en Indiana, une vérité s'est imposée. La Géorgie était devenue le cœur de l'enquête. Le 24 février 2022, à 19h17, Sierra était bien vivante devant la maison de sa belle-mère, à Johns Creek. Après ça, plus rien. Ce lieu ne pouvait plus être ignoré. En avril 2022, le FBI et la police de Johns Creek ont obtenu un mandat. La maison de Highgate Manor Court a été passée au crible. Des équipes médico-légales, des chiens spécialisés, des chiens qu'on n'amène pas pour rien. Officiellement, les résultats n'ont jamais été rendus publics. Mais soyons honnêtes, quand on déploie ce type de moyens, on ne cherche pas une personne vivante, on cherche un corps. Et ce qui s'est passé ensuite a glacé tout le monde. Les enquêteurs ont découpé la maison, littéralement. Moquette retirée, matelas emporté. Ils ne cherchaient pas seulement du sang, ils cherchaient une vérité. Ce qui était arrivé à Sierra après avoir franchi cette porte le 24 février. L'hypothèse s'est alors imposée. Si un crime avait eu lieu ici, le corps avait été déplacé, effacé, transporté ailleurs. Et soudain, l'histoire de la supérette en Indiana a pris un autre sens. Ce n'était pas une erreur, c'était une mise en scène, une tentative désespérée de détourner l'enquête loin de la Géorgie et de la ramener là où il pensait être en sécurité. Mais une question restait suspendue. Où Xavier avait-il emmené Sierra après l'avoir fait disparaître? À ce stade, les cartes avaient changé de main. Les enquêteurs disposaient enfin d'un passé criminel documenté, de mensonges avérés et d'indices médico-légaux provenant du dernier endroit où Sierra avait été vue vivante. L'enquête est alors entrée dans une nouvelle phase, celle où l'on ne cherche plus seulement, on accuse. Après l'arrestation de Xavier pour harcèlement et détention illégale d'armes à feu, les policiers ont écouté ses appels depuis la prison. Et là encore, il a parlé. Trop. En s'adressant à ses enfants, Xavier a réécrit l'histoire. Il leur a dit que leur belle-mère avait été enlevée, qu'elle ne reviendrait pas, enlevée. Ces mots, prononcés derrière les barreaux, contredisaient frontalement sa version initiale. Souvenez-vous, pour la police, Sierra était simplement sortie acheter quelque chose, en short, en pleine nuit d'hiver. Alors quoi? Une supérette ou un enlèvement? Ces versions incompatibles ont offert aux enquêteurs exactement ce qu'ils cherchaient. La preuve d'un mensonge conscient, d'une manipulation assumée. Pendant que Xavier restait enfermé, les recherches pour retrouver Sierra ont atteint une ampleur rarement vue. Plus de 85 000 acres fouillés, 3 États mobilisés, Géorgie, Tennessee, Kentucky, forêts épaisses, parcs isolés, berges de rivières, et un objectif que personne n'osait formuler à voix haute, retrouver son corps. Pour aider, les autorités ont rendu publics ces signes distinctifs. 3 tatouages, 3 arbres sur l'annulaire, un soleil sur les côtes, une flèche de Florida State sur le poignet. Des appels ont été lancés aux chasseurs, aux pêcheurs, aux randonneurs. Chaque piste a été suivie, chaque espoir entretenu. Mais malgré tout, Sierra est restée introuvable. Les mois ont passé. Et contre toute attente, Xavier a demandé à sortir. Il a expliqué au tribunal qu'il voulait reprendre sa vie en main, retourner travailler comme chauffeur routier. La famille Locklear s'y est opposée avec force. Pour eux, il représentait toujours un danger. Le tribunal a pourtant tranché. Caution abaissée à 100 000 $.
Xavier a été libéré. Une audience avait été fixée au 28 décembre 2023. Il devait répondre de la détention illégale de l'arme retrouvée après le fameux accident dans le garage. Mais Xavier ne s'est jamais présenté. À partir de là, tout a basculé. Libéré sous caution, il a disparu. Un mandat d'arrêt a été immédiatement émis. L'homme soupçonné d'avoir fait disparaître sa femme est devenu un fugitif. Ironique, non? À ce stade, les forces de l'ordre ne cherchaient plus une personne disparue, mais deux. Et pendant que cette traque s'intensifiait, une chose essentielle s'est produite. Nick et Kelly Locklear ont obtenu la garde de Jackson, le fils de Sierra. Au moins, lui était en sécurité. Kelly l'a dit publiquement, sans détour. Sa fille avait peur. Elle n'avait jamais eu l'intention de retourner en Indiana. Aujourd'hui, les procédures judiciaires sont suspendues. L'affaire de l'arme à feu est en attente. Les autorités et la famille continuent de demander de l'aide. Où est Xavier? Et surtout, où est Sierra? Son corps n'a toujours pas été retrouvé. Et tant que ce sera le cas, cette histoire ne connaîtra pas de fin. Cette affaire s'arrête ici. Alors dis-moi, penses-tu que Xavier est coupable de la disparition de Sierra? Donne ton avis en commentaire, je te lis. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi, like et partage. Parce que tant que la vérité n'est pas connue, cette histoire n'est pas terminée.